Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des meilleurs duos de l'histoire de koh de deux candidats qui ont marqué les esprits par leur unicité, par leur binôme. Et franchement, il y en a quand même un paquet, il y en a que j'ai forcément pas sélectionné car c'est des binômes qui sont assez mémorables, mais pas forcément autant que ceux que j'ai mis dans la liste. J'en ai sélectionné une petite poignée et on va en parler tout de suite. Et on va commencer avec le premier duo, peut-être l'un des plus marquants, c'est Martin et Laurent. Et oui, hein, le binôme emblématique de Rajampat et de la nouvelle édition, les deux amis finalistes. Pour le coup, avec du coup la victoire de Laurent et la finale perdue pour Martin. C'est clair que vu qu'ils sont dans deux saisons différentes, ils sont allés très loin dans les deux saisons, dont la deuxième où ils sont arrivés en finale tous les deux. Clairement, voilà, c'est l'un des duos les plus emblématiques par leur complicité, par aussi leurs moments forts. Ils sont également deux candidats avec un tempérament, une personnalité assez différente. D'ailleurs, c'est marrant, hein. Dans le premier koh Laurent, c'est un peu la force tranquille, il est un peu au second plan, et Martin, il est un peu surexcité, il veut faire tout et plein de choses en même temps. Et à l'inverse, dans le deuxième koh c'est l'inverse en fait. C'est Martin qui est carrément au second plan, il est presque invisible, et Laurent qui fait le fait le lion à l'orientation, qui fait qui hurle tout le temps, quoi, qui est vraiment surexcité. Et pour le coup, c'est marrant cette différence. C'est un binôme qui m'a terriblement marqué quand j'étais petit, que j'aime bien quand même tout de même, même si je suis un peu moins fan de Laurent que Martin. Ça reste un binôme super emblématique de koh avec deux candidats très performants dans les épreuves et qui ont été quand même dans l'une des équipes les plus mémorables, c'est-à-dire les Mambok de koh Rajampat. On va enchaîner ensuite avec un binôme. Ah, celui-là je l'aime bien, hein. C'est Cyril et Maud de la guerre des chefs. Le binôme miraculé de koh 2019. Et oui, hein, franchement, ils étaient à 3 avec Alexandre à la réunification et finalement ils étaient plus que 2. Et ils sont arrivés presque en finale, hein, ce binôme-là. Et Maud a gagné la saison, donc c'est assez marrant. Et d'ailleurs, je trouve que les deux se complètent pas mal aussi. Du fait que Maud, c'est un peu la force tranquille, la doyenne, qui se repose un peu stratégiquement aussi sur Cyril. Même si, attention, hein, je ne sous-estime pas du coup Maud dans le côté stratégique. Je pense qu'elle-même aussi connaissait un peu la vision de koh et jouait un peu strat. Mais c'est-à-dire que Cyril, c'est un peu le guide stratège, quoi. Celui qui va voir les opportunités, les occasions, celui qui va un peu être un peu serpenté comme ça. Et il va très bien le faire, hein. Et pour le coup, socialement, c'est l'un des meilleurs de la saison. Même si c'est beaucoup embrouillé, enfin beaucoup, il s'est embrouillé aussi salement, enfin plutôt Mohamed l'a salement embrouillé pour l'histoire du courrier. Il s'est pas fait que des amis. Mais voilà, c'est vraiment lui, je trouve, qui faisait fonctionner le binôme. Mais après, Maud était tout autant intéressant que Cyril. Et les deux combinés, c'était vraiment un binôme de ouf. Du fait qu'aussi leur histoire, du fait qu'ils étaient plus que deux. Et que leur complicité, le fait qu'ils étaient vraiment unis en strat aussi, va faire qu'ils vont aller très très loin, dont gagner la saison pour Maud pour le coup. On va enchaîner ensuite avec l'un des binômes les plus stratèges, les plus vilains de l'histoire de koh c'est Bernard et Nicolas de 2002. Alors je l'ai dans la liste, même si c'est pas l'un des plus mémorables, mais j'ai envie de le mettre car c'est peut-être l'un des premiers binômes de l'histoire de koh et surtout un binôme 100% vilain, avec deux candidats qui sont des vilains de koh des stratèges de de manière différente. Nicolas, c'est un peu le salaud vicieux, prêt à tout pour gagner, du fait que il va même être agréable à vivre parfois, sympa pour mettre un gros coup de poignard dans le dos à certains, hein, dont François Xavier, Isabelle également. Il va tout faire ça en douceur, il va le faire d'une excellence et il va être un peu le meneur. Enfin, quoique le meneur, il y a aussi Bernard qui, pour le coup, je pense, c'est lui, c'est lui qui avait lancé la stratégie avec Nicolas, qui avait proposé à Nicolas de faire cette stratégie-là. Et puis lui, c'est tout l'inverse. Il va être carrément salaud face à face, rien à foutre. Il va vraiment montrer son vice aussi à quelques moments, notamment quand il était dans l'équipe adverse, vu qu'il y avait eu un swap. Il était tout seul chez les rouges
Et là, la force du binôme, Nicolas qui a engrainé son équipe des jaunes pour du coup permettre à Bernard dans l'équipe des rouges de pas participer à un conseil, de pas se faire éliminer car il avait été cramé, notamment avec cette stratégie de la pince épilée. Mais quelle fourbe, quel stratège quoi, c'est ouf. Mais voilà, du coup Nicolas, la force du duo hein, qui traverse les équipes, faisait exprès de perdre, enfin les jaunes, son alliance faisait exprès de perdre les humanités pour éliminer des candidats de leur tribu pour finalement récupérer Bernard. Et c'était ouf ça, franchement c'était incroyable. Puis ce binôme qui va jusqu'au bout, hein, les deux méchants face à la gentille fleur qui est Amel en finale. Et puis bon, la belle histoire se fait et c'est Amel qui gagne les poteaux. Et du coup qui laisse un peu comme des cons nos deux vilains stratèges au portrait de la finale. Et puis Nicolas est choisi et se fait dégommer en finale, ce qui est logique. Mais franchement, imaginez un monde où Nicolas gagne les poteaux et choisit Bernard, la finale de ouf, avec le gagnant qui aurait été, je pense, Nicolas, et qui aurait été mais d'une excellence. Mais même si c'était Bernard le gagnant, ça aurait été excellent. Wow. Binôme complètement stratégique et complètement vilain. On va enchaîner ensuite avec un binôme emblématique de l'histoire de Koh Lanta. Hein, je l'aime beaucoup vu que j'adore cette saison. C'est Kumba et Mohamed de Pacifique. Et oui, hein, c'était vraiment deux candidats très très sympathiques qui voilà, s'assimilaient aussi avec deux caractères différents. Mohamed le chef de tribu et puis Kumba celle qui qui tient un peu l'équipe de l'intérieur avec la vie de camp. Très très bonne cuisinière, l'une des meilleures de l'histoire de Koh Lanta. Et Mohamed, l'un des meilleurs chasseurs de l'histoire de Koh Lanta. Donc forcément, chasseur, cuisinière, ça fait vraiment très bon ménage. Et puis Mohamed était un tel leader que franchement, c'était quand même étonnant aussi qu'il ait un binôme. Franchement, par rapport à son leadership qu'il avait avec son alliance, enfin, pardon, avec son équipe des Kumo, en général, ce genre de candidats n'ont pas forcément un binôme. Enfin, quoique ça se trouve que j'ai n'importe quoi là, parce que quand j'ai réfléchi, Bertrand il était un peu pareil, et puis il avait un binôme avec Christophe, avec Frédéric, excusez-moi, et puis pareil avec Raphaël en 2004 qui dominait complètement, et puis il avait un binôme avec Amélie, ouais, je dis complètement de la merde, excusez-moi, mais je veux dire que, voilà, franchement, c'est un binôme qui marche tellement bien, qui malheureusement va se séparer plus tôt que prévu, un peu plus tôt que de ceux dont je vous ai parlé précédemment, car Kumba va abandonner, entre guillemets, va demander à son équipe de l'éliminer. D'ailleurs je comprends pas trop ce caprice encore aujourd'hui, mais c'est tellement dommage. Mais bon, ça a permis à Francis d'atteindre les finales. Mais voilà, un binôme qui fonctionne clairement très bien. D'ailleurs il y a une petite, je vais dire polémique, mais il y a quelque chose aussi qui est un peu critiqué par rapport à ce binôme, c'est le fait que parfois Kumba a laissé Mohamed gagner. Mais c'est vrai, hein, j'assume, même si je suis un très grand fan de Mohamed, c'est mon candidat préféré. Ouais, c'est vrai qu'à certains moments, Kumba laissait Mohamed gagner. Ouais, on voit que tellement le duo était fort que parfois il y avait des sacrifices qui étaient faits, un peu comme le binôme Bertrand et Frédéric. Même si j'en parle pas dans cette vidéo, mais voilà, ça me rappelle un peu la même chose avec l'épreuve du bambou sur la tête. On va enchaîner ensuite avec un binôme de survivalistes purs, très mémorable, c'est Chantal et Bruno de Koh Lanta, Jawar, binôme de survivalistes et également de doyens et doyennes. Peut-être pas qu'elle était la doyenne Chantal, mais c'est-à-dire que à la fin du jeu, c'est la plus ancienne, quoi, et puis que voilà, c'est un binôme de cinquantenaire, quarantenaire, donc voilà, pour le coup, c'est vrai ils ont vraiment cette mentalité de survivaliste. Après, on connaît beaucoup le trio, surtout en fin de jeu avec Marc, mais bon, je trouve que le binôme en tant que tel avec Bruno et Chantal était plus fort que la totalité du trio avec Marc et potentiellement binôme Marc-Bruno. Je trouve que Chantal-Bruno, c'est vraiment l'image des deux doyens qui en faisaient tellement sur le camp, et à l'image de ce travail, les deux n'étaient pas récompensés pareil. Bruno, c'est la force tranquille, certes un peu plus effacée. Chantal, elle avait quand même parfois des petites réflexions, des petits coups de gueule à certains moments, et ça va pas trop plaire, mais dans l'effort et dans le travail, ils étaient presque pareil.
et même Chantal était plus compétente que Bruno, mais on voyait que l'équipe des Rouges, du coup, les recevait pas du tout pareillement, et jusqu'à que le chef d'Alliance, Jeff, va demander à Bruno, euh, que, que, va informer Bruno, excusez-moi, que Chantal sera éliminée aux portes de la finale. Et ça, Bruno ne va pas l'accepter, et pas du tout. Et par la force de ce duo, même s'il aurait pu ne rien dire et avancer tranquillement sans faire de vagues, et potentiellement arriver en finale et être apprécié de tous, car c'est vrai qu'en faisant ça, en disant à Chantal et en trahissant Jeff à cause de ça, et bah, il se met quand même à dos toute son équipe des Rouges, même si il est encore moins détestable que Marc, que Chantal, il reste un peu ce côté traître. Du coup, ouais, c'est vraiment par l'amour du coup de Chantal, entre guillemets, par l'amour du duo qu'il fait ça, et donc c'est vraiment très très fort, je trouve. Donc ouais, moi j'aime beaucoup ce binôme, et il est très respecté, peut-être l'un des tout meilleurs de la liste, même si, bon, je vous ai mis forcément les binômes les plus intéressants, donc les meilleurs. Mais franchement, celui-ci, il me fait quand même quelque chose. On va enchaîner ensuite avec un binôme légendaire de koh, un couple même, c'est François David et Émilie, voilà, qui se sont révélés notamment lors de koh Vanuatu, le gagnant et la finaliste. D'ailleurs, c'était voilà, assez sympa comme binôme, car ils étaient vraiment dans la même équipe depuis le début. On les a toujours vus ensemble, du début jusqu'à la fin, ça s'est toujours bien passé. Et franchement, bah, c'est peut-être le binôme le plus attachant qu'on ait eu, du fait que bah, ils sont devenus un couple. Après, bon, moi je suis pas trop dans ce délire-là, mais c'est vrai que c'est quand même un binôme, un duo qui était très mémorable. C'est peut-être le binôme, le duo auquel tu penses en premier, hein, du fait que c'est plus que ça. En fait, c'était un couple à un moment. Bon, ils sont séparés maintenant, mais c'est-à-dire que lors du jeu, ils sont même revenus dans un All-Star en tant que couple, dans le retour des héros, dans la même équipe d'ailleurs. Et je crois qu'ils voulaient pas être dans la même équipe au début. Mais bon, le jeu a fait ce qui est, et ils étaient dans la même équipe. Et pour le coup, bah, ça a renforcé encore plus ce binôme, du fait que bah, même dans leur deuxième koh, bah, Emily se fera éliminer, et bah, François David se fera éliminer l'épisode d'après. Donc il y a toujours ce truc de... Ils sont collés, bloqués, et du coup, c'est vraiment cette image de couple aussi qui marque ce binôme assez emblématique de Vanuatu. Et voilà, c'est vrai que Vanuatu, on voit un peu la naissance de leur couple, entre guillemets, c'est assez marquant pour le coup. Donc ouais, je vais le mettre dans cette vidéo. On va enchaîner ensuite avec un binôme qui s'est révélé dans un All-Star, c'est très très rare. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de première saison ensemble, mais dans leur All-Star, ils étaient un binôme stratégique très très intéressant. C'est Pascal et Ravière, pour le coup. Et deux candidats qui ont la même vision du jeu, mais pas du tout le même caractère. C'est-à-dire qu'un Pascal, il va être à la fois peut-être parfois un peu blagueur comme Ravière, mais pas du tout dans le même ton, pas du tout dans la même ambiance. Pascal, c'est un gueulard, c'est un patron, c'est un mec qui va pas se laisser faire. Ravière, c'est plus dans la déconnade, dans la rigolade. Et puis bah pour le coup, bah ça va tellement bien s'assimiler. Et vu qu'ils ont la même vision stratégique, ça va faire des moments mais légendaires de koh, le faux collier construit avec Yacine, également l'élimination, le blindside de Yacine et Alban aussi. On a également la course d'orientation où t'as une espèce de bagarre, enfin ça fait un peu vieux couple qui s'embrouille voilà, en fin de jeu, quoi, en mode ouais, Ravière, ne sois pas dans ma zone, ne sois pas dans ma zone, en mode c'est deux potes, mais à la fin, vu qu'ils sont un peu dans la merde les deux, bah voilà, ils doivent faire un choix, et franchement c'était marquant, hein. Le coup de Pascal qui était dans une zone et t'as Ravière qui vient, désolé Pascalou, je dois être là et tout. C'était trop marrant. Enfin marrant, c'est vrai que c'était pas tourné comme ça, mais moi ça m'avait fait marrer indirectement. Je sais pas pourquoi, mais il y avait un peu ce côté tension, limite même déchirure de l'amitié de Ravière et Pascal. Et je me rappelle que Ravière avait été très clairement déçu de la réaction de Pascal. Et je peux le comprendre, mais c'est vrai que Pascal était dans un tel état dans ce combat des héros. Et c'est vrai que
Il y avait eu un peu eu toutes ces histoires, et puis même par la suite, c'est un peu dommage, mais pour le coup, il voulait tellement gagner ce koh il avait tellement bien joué pour le gagner, que voilà, c'est vrai que échapper à son épreuve des poteaux, ça a dû le faire stresser, car c'est son épreuve, et notamment il veut gagner 2 fois les poteaux avec l'arrivée sur cette épreuve dans cette saison. Mais voilà, franchement, binôme stratégique comme il faut, intéressant. Également, un peu comme Nicolas et Bernard, hein, on retourne aux sources, à la genèse de koh au tout début. Pascal va dévier chez les jaunes, et pour le coup, bah, ça va faire une petite séparation. Ils vont se retrouver à la Runif. Ça va être super intéressant. Et pour le coup, bah, ils vont avoir des alliés différents et tout, mais finalement, ils vont revenir ensemble. Ils vont faire des blindside, mais de ouf. Avec le blindside de Cassandre, mais qui est d'une excellence. Le fait de garder Nathalie et Jérémy, ça va. Et le blindside aussi de Yacine et Alban. Donc, franchement, voilà, ils ont très bien joué ensemble, et c'était très très mémorable leur association pour le coup. On va enchaîner ensuite avec un binôme assez récent, mais qu'est-ce que j'adore ce binôme, peut-être plus que du coup la plupart de ce que je vous ai cité, hein. C'est peut-être aller dans mon top 5 de mes binômes préférés. Et oui, hein, c'est Amri et Maïssa de Koh-Lanta les chasseurs d'immunité. Mais qu'est-ce qui m'ont fait rêver ce binôme? Deux candidats qui n'étaient pas dans la même équipe de base. C'est-à-dire que pendant cet épisode, ils ne se sont pas côtoyés. Pour le coup, c'est à la réunification même qu'ils sont devenus un binôme. Car ils ont oublié leur couleur. Et puis les sacrifices de Maïssa envers Amri, les sacrifices de Amri envers Maïssa. Éliminés de jaune au binôme Sébastien et Aurélien pour le coup. Et c'était tellement ouf de faire ça. Puis Maïssa qui va bien lui rendre aussi. Et franchement, ça va être voilà, un jeu comme ça jusqu'à la fin. Ils vont arriver eux deux à l'orientation. Pour le coup, Amri va perdre l'orientation et Maïssa va être finaliste perdant. Franchement, ce binôme m'a fait rêver. Et franchement, le retrouver dans un All-Star, ça serait tellement bien. Alors, peut-être pas en tant que binôme. Quoique, franchement, pourquoi pas. Ils ont fait ça lors de la revanche 0 avec Patrick et Isabelle. Mais, euh, mais franchement, j'aimerais trop revoir Maïssa et Amri dans un All-Star. Alors, personnellement, je préfère un peu plus Amri, même si Maïssa, je l'aime beaucoup aussi. Mais c'est un binôme, mais j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, mais voilà, il transpire la stratégie, il transpire le beau jeu, il transpire l'intéressement à l'écran, et ça vaut beaucoup, beaucoup de choses, et c'est récemment dans Koh-Lanta, donc on peut pas dire que dans les Koh-Lanta récents, il n'y ait pas de binôme marquant, car bah, celui-ci est pour moi l'un des plus marquants de l'histoire du jeu, pour le coup, hein. Franchement, je n'exagère pas, attention, car c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et le fait même que bah, ils ont fait ça aussi avec le côté stratégique et tout, c'était tellement ouf, ils étaient pas obligés de le faire, ils l'ont juste fait par pure amitié, c'était vraiment par pur duo en fait, par pure notion de binôme, et ça c'est ouf, franchement. On va enchaîner ensuite avec le binôme, avec le meilleur candidat d'histoire de Koh-Lanta là-dedans, c'est Claude et Kouné, le binôme emblématique de Vietnam. Alors je sais pas si vous l'auriez mis dans cette liste-là, vous, mais moi c'est un binôme qui m'a vraiment beaucoup marqué. J'aime beaucoup en fait, naturellement. Déjà Koulé c'est un candidat que j'aime bien, franchement. Alors il est un peu, c'est vrai, un peu surcoté peut-être par rapport à ce qu'il fait dans son koh. Pas très très intéressant, mais c'est la force tranquille. Et franchement, avec Claude, ça fonctionne tellement bien ce binôme. Et moi quand j'étais petit, je m'en souvenais vraiment beaucoup comment dire ça, de cette association, de ce binôme. Après, c'est vraiment en revoyant du coup la saison plusieurs fois que j'ai vraiment adoré ce binôme, et du fait que moi, Claude, c'est un candidat que j'aime beaucoup. Alors, je sais pas si ça se voit quand j'en parle, mais Claude, c'est vraiment, allez, mon troisième candidat préféré de l'histoire de Koh-Lanta. C'est un candidat que j'adore. Vraiment, il me passionne. Et bah, dans ce Koh-Lanta là, ça a vraiment bien fonctionné avec du coup Kounlé qui était vraiment on va dire son opposé en fait. Et ça fonctionnait très bien. Du fait qu'aussi ils ont été séparés, ils se sont retrouvés à la réunion des ambassadeurs, ils se sont rassemblés à la réunification. D'ailleurs, c'est, si je me trompe pas, j'ai pas envie de dire de conneries, le premier Koh-Lanta où bah, du coup à la réunification, les alliances étaient vraiment transcouleurs. Ah non, il y avait eu peut-être l'Asperlas avant, le Koh-Lanta 2004. Mais l'un des premiers Koh-Lanta, on va dire, où il y a vraiment eu tout
mélange en réunification du fait que certains rouges étaient acceptés, certains jaunes l'étaient aussi, et inversement. Et ça va bien se voir à travers aussi le binôme Cooney-Claude, qui vont entrer ambassadeur, notamment avec cette épreuve de confort, avec le Kenyan blanc face à Cooney, voilà. Kenyan blanc, hein, je dis ça comme ça car c'est Boris qui l'appelait comme ça. Et moi j'avais fait un live avec Boris voilà, à la genèse de ma chaîne YouTube, aux prémices. Il m'avait expliqué ça. Et pour le coup, il m'avait expliqué comme quoi ça a été fait. C'est vrai, c'est une désignation assez troublante, assez spéciale à l'épreuve de confort. Pour du coup nommer les ambassadeurs, c'était parce qu'ils avaient cramé que Boris voulait aller aux ambassadeurs pour se sacrifier, pour dégager, car il voulait plus trop continuer. Et d'ailleurs, ça s'est vu du coup à l'épisode même. Mais du coup, ouais, ils ont désigné les ambassadeurs comme ça, c'est assez marrant. Pour le coup, c'était assez marrant aussi que ce soit les deux amis d'hier qui deviennent aussi les deux concurrents lors de cette épreuve assez mythique. Voilà, pour le coup, franchement, ouais, aussi, ce binôme il est assez connu aussi pour l'histoire des bananes. Oui, les bananes, c'était eux deux, hein, les deux qui étaient dans l'île là, et puis il n'y avait pas de témoins, donc voilà, quoique il y avait la prod, et Denis les a bien balancés au conseil, mais franchement, ça marque aussi l'image du fait que ces deux-là, ensemble, ont fait cette connerie-là ensemble. Claude qui va être le finaliste perdant, et je crois que Cooney, c'est la seule personne qui vote pour lui, enfin l'une des deux seules personnes qui vote pour lui pour la finale. Donc ouais, ça montre comme quoi il était quand même assez proche de lui, et tous les autres vont voter pour Philippe, et Claude va se faire dégommer en finale salement par rapport à ce qu'il a fait dans le jeu. Donc ouais, ça montre qu'ils étaient quand même assez proches. Voilà, moi franchement c'est un binôme qui m'a beaucoup marqué. Je sais pas si vous l'aurez mis dans cette liste là. On va enchaîner ensuite avec un binôme pro mérite sportif, voilà, clairement légendaire de Koh-Lanta, je n'ai pas peur de dire les termes. C'est Grégoire et Freddy lors du choc des héros. Alors quoique je suis pas trop fan de ce Koh-Lanta, de cette association, de ce duo même, honnêtement. Mais il faut reconnaître que c'est un binôme qui marche très bien. C'est vraiment. Alors là, souvent j'aime beaucoup les binômes par rapport à leurs oppositions, du fait que voilà, c'est deux personnalités généralement assez différentes. Après, on a vu que ça peut fonctionner, comme avec Chantal et Bruno, comme avec Grégoire et Freddy, deux candidats qui sont assez similaires, qui ont la même vision du jeu, qui ont le même tempérament, à peu près, hein, c'est pas non plus des jumeaux, mais voilà, et ça fonctionne très bien dans ce Koh-Lanta là. Ils sont vraiment un duo assez solide, vraiment une amitié naissante dans ce premier épisode. Et puis ça va tenir jusqu'à la finale en fait. Ils vont être les deux finalistes, et donc forcément, hein, quand t'as un binôme, une amitié qui va en finale, c'est très très marquant. Et comme du coup Martin et Laurent qui étaient deux amis en finale, là c'est pareil. Et généralement ça se fait dans les All-Stars, ça, je sais pas si vous avez remarqué. Et peut-être que c'est pas pour rien, mais pour le coup voilà, moi c'est un binôme que j'ai bien aimé suivre. Alors j'étais pas trop fan de la saison, donc forcément tout ce qui tournait autour de la saison, ça me chauffait pas trop. Et ce binôme là notamment. Mais il faut dire que c'est un binôme qui a vraiment excellé dans les épreuves, dans la notion de mérite, dans la gestion de leur pack engine, voilà. Et aussi il faut dire que dans les épreuves ils nous offraient quand même des duels assez mémorables, et un duel notamment qui m'a beaucoup marqué entre ces deux personnages là, c'est l'équilibre sur l'eau, avec la victoire de Grégoire, et la revanche que prend Freddy à l'orientation. Il gagne assez fort cette épreuve, avec ce fameux cri, hein, voilà, on s'en souvient. Et on sentait que Freddy était très heureux de la gagner, cette épreuve d'orientation. Et puis finalement, peut-être le plus mythique pour la fin, voilà, le duel, voilà, au sommet, à un pied sur les poteaux, avec une nouvelle fois la victoire de Grégoire. Donc voilà, franchement, il faut dire qu'ils ont quand même à l'heure active des moments assez cultes, surtout dans les épreuves. Et voilà, dans l'ensemble de la saison, c'était vraiment un binôme assez mémorable. On va enchaîner ensuite avec le binôme qui s'est très mal terminé. Mais il faut dire que c'est l'un des duos les plus mémorables de l'histoire de Koh-Lanta. C'est Gaël et Marie. D'ailleurs, c'est encore un duo qui nous provient de Vanuatu. J'aurais
Et même j'aurais pu mettre Ludovic et Sébastien, mais bon, je les ai pas mis car ils sont assez secondaires à mon goût. Mais pour le coup, voilà, Vanuatu, c'est vraiment la saison des binômes. Et à la fin, ils étaient plus que 6 et il y avait 3 binômes. Ça, je l'avais déjà dit plusieurs fois, mais j'ai remarqué dans ce commentaire-là, ça s'était produit comme ça. Et puis bah, le binôme qui a été sacrifié au portée de la finale, quand il restait plus que des jaunes, et bah, c'est Gaël et Marie qui se sont pété les dents au portée de la finale. Dont l'une qui a trahi l'autre, donc Marie qui a trahi Gaël, et Gaël qui a été très très déçu et qui l'a très mal prise. Je peux la comprendre. Mais bon, c'est parti dans des délires. Et franchement, bah, Marie, qui a été vue comme la traître, la traîtresse, et qui a été dégagée, lancée au bûcher au porte de la finale. Donc elle a rien gagné à faire ça, pour le coup. Elle aurait pu juste partir avec l'image de la martyre, avec son ami qui est parti, et du coup, elle qui essaye de survivre aux autres. Non, pas du tout, elle est partie. Du coup, en donnant un coup de pied au cul à son ami en synchro avec les autres de son équipe des jaunes. Finalement, l'équipe des jaunes qui savait pas trop comment faire pour éliminer l'un d'eux au porte de la finale, bah, ils se disent ah bah il y a Marie qui a voté contre sa meilleure amie Gaëlle, eh ben, on va la dégager, voilà, on va la foutre, du coup on va la dégager au porte de la finale avec une très belle excuse. Et pour le coup, ils ont eu raison de faire ça, car voilà, Marie n'avait aucunement ses chances de rester dans le jeu avec ce qu'elle avait fait. Et franchement, bah, ça a découlé l'une des plus tristes fins de duo, enfin peut-être la plus triste fin de duo de l'histoire de Koh-Lanta. Avec cette fin, notamment aussi avec le départ, Marie qui quitte le conseil final de rage ou de tristesse, je ne sais plus. Mais franchement, ouais, c'était très très mémorable cette fin, cette décadence. Alors qu'au début, c'était une telle osmose, une amitié, limite une relation troublante, tellement c'était proche. On avait même l'impression que Gaël enfermait Marie. Enfin, c'était trop troublant le fait que Gaël elle s'était trop attachée à cette Marie, du fait que elle l'avait vraiment pris comme sa petite sœur, voilà, comme sa petite protégée en fait. Et franchement, ça a donné ça à la fin. Et ça aurait pu ne pas donner ça en fait. Parce que franchement, j'ai pas envie de dire ça, c'est un peu bizarre de dire ça, de dire ouais, ne soyez pas amis comme ça dans un jeu, ça fait un peu rageux. Mais là, j'ai pas envie d'être méchant. Ça faisait trop en fait. Limite, ça faisait peur. Et franchement, ce n'est qu'un jeu. Ne soyez pas non plus dans ce niveau-là d'appréciation. Voilà, franchement, je pense que il y a certaines personnes qui, même avec des membres de leur famille, et même avec leur mère, ne sont pas comme ça. Donc voilà, franchement, on avait vraiment l'impression que Gaëlle, c'était la maman de Marie, quoi. Ou la grande sœur de Marie. En tout cas, la petite protégée de Gaëlle, c'était Marie. Et franchement, là, c'était trop abusé. Et franchement, il y avait une chance sur 3 que ça se termine comme ça dans les 3 binômes qu'il y avait. Et finalement, ça s'est fait dans le binôme qui était le plus proche. Et c'est assez triste. Et franchement, voilà, j'étais obligé de le mettre car franchement, ça en découle l'un des récits les plus tristes de l'histoire de Koh-Lanta. Donc, je suis obligé de le mettre dans cette vidéo. Et on va terminer avec peut-être peut-être mon deuxième, mon troisième, je ne sais pas, duo préféré. Et c'est Patrick et Isabelle. Ah là là, j'aime trop ce duo. Franchement, Patrick, c'est mon deuxième candidat préféré. Et Isabelle, c'est ma deuxième candidate préférée. Patrick, derrière Mohamed. Et Isabelle, du coup, derrière Jade. Et c'est un duo mémorable qui fait vraiment binôme de fourbe, de stratège qui notamment se révèle aussi dans les épreuves pour tenter de faire perdre Rodolphe, notamment à l'épreuve de la perche, notamment à l'épreuve du pont de singe. Également Isabelle, voilà, qui crie un peu sur son Patrick parce qu'elle a changé en fin de jeu. Patrick qui conseille Isabelle. Voilà, franchement, il y a tellement de choses dans ce binôme qui me ravit, qui me plaît. Le Jack Poto de Isabelle, c'était le Patrick, forcément.
Patrick qui avait vraiment bien compris le personnage, le comportement d'Isabelle, qu'il avait accepté tel quel, également quand Isabelle se faisait un peu huer par tout le monde. Patrick était l'un des seuls à la féliciter, notamment sur le choix d'éliminer Alexandre aux ambassadeurs. Voilà, il y a vraiment cette image de, de ce binôme qui vont jusqu'au bout, un peu à la star de Bernard et Nicolas, les deux vicieux, les deux vilains euh, qui se font avoir sur la victoire de Christina sur les poteaux. Et donc forcément, ils se retrouvent les deux là comme des cons à ne pas pouvoir atteindre la finale ensemble. Et c'est dommage. Imaginez une finale Isabelle-Patrick. Bon, ça aurait été Isabelle qui gagne. Bon, ça aurait été Isabelle qui aurait gagné. Et je pense que ça aurait déplu à beaucoup, car Isabelle n'est pas une candidate qui est très appréciée en général, je crois. Moi, je l'aime bien, hein, franchement, je l'adore même. Mais c'est vrai que cette victoire d'Isabelle, je pense qu'elle n'a pas fait voilà, plaisir à tout le monde. Mais pour le coup, voilà, Patrick aurait perdu encore une fois. C'est logique, hein, il a tellement joué comme un salaud. Après, franchement, c'était. Je retrouve pas la même chose qu'avec le binôme machiavélique de 2002. Franchement, je retrouve même un côté sympathique, même avec Isabelle. Je trouve qu'il y a un côté honnête en fait. C'est pas comme les vicieux de 2002 avec Nicolas et Bernard. Là, c'est vraiment ouais, des candidats qui jouent, certes, comme des vicieux, mais qui, dans leur comportement, n'ont pas des comportements de vicieux. Franchement, Patrick, il est vraiment adorable sur le camp. Isabelle, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'elle a un comportement un peu spécial, un peu comme une Catherine, mais elle a un peu ce côté maman du camp. Et on voit que c'est pas non plus de la méchanceté gratuite. Et pour le coup, franchement, moi, c'est vraiment un binôme que j'ai adoré suivre. Ça me fait chier de les voir s'effondrer face à Christina, car je suis pas un grand fan de Christina. Voilà, donc moi, c'est un binôme qui m'a terriblement marqué, que j'adore profondément. Et voilà, bon, ils se sont pas retrouvés lors de Koh-Lanta la revanche des héros, mais ils ont refait le même All-Star. Mais bon, on va dire que Isabelle, elle s'est fait éliminer aux portes de la réunification, donc elle n'a pas pu du coup retrouver Patrick du coup à la réunification, ce qui est un peu dommage, mais bon, là c'est moi qui critique un peu comment dire ça, les All-Stars du fait que il y a un peu comment dire ça, du copinage avant de faire la saison. Donc là, voilà, être déçu de ça, c'est vraiment être un peu voilà, ne pas comment dire ça, ne pas traiter les sujets de la même façon. Donc voilà, on va dire que c'est comme ça. Mais bref, en tout cas, c'est l'un de mes binômes préférés. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était très plaisant de vous parler des meilleurs duos. Voilà, c'est vrai que en général, c'est des candidats qui sont assez marquants. Voilà, franchement, là, quand vous voyez la brochette d'aventurier, quand même, on va dire qu'il y a très peu de candidats dont on se souvient pas. Pour le coup, on va dire que voilà, il y a peut-être Gaël et Marie qui sont un peu anciens, un peu oubliés peut-être, je sais pas. Quoique, si vous êtes vraiment un fan de Koh-Lanta, je pense que vous les avez pas oubliés. Ouais, et peut-être Bernard, allez, Kouné aussi, qui est pas très mémorable. Sinon, le reste, c'est tous peut-être des légendes de l'émission. Donc, ouais, franchement, il faut dire que voilà, Koh-Lanta a quand même marqué par leur duo. Et c'est vrai que franchement, je suis pas très original, mes duos préférés sont les meilleurs pour le coup. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!